Depuis plus d'un siècle, les banques tiennent les rênes de l'argent. Ce sont elles qui décident où il dort, quand il circule et combien ça coûte de le déplacer. Que ce soit notre salaire, notre crédit, notre loyer, nos économies ou nos dépenses du quotidien, tout passe par elles et rien ne bouge sans leur feu vert. Mais ce monopole, construit patiemment au fil des décennies, est en train de se fissurer. En silence, une nouvelle forme d'argent est apparue et prend de plus en plus d'ampleur. Vous vous en doutez, je parle des crypto-monnaies et plus particulièrement des stablecoins. Elles reposent sur des systèmes capables de déplacer des milliards de dollars en quelques secondes à moindre coût sans passer par une banque ou autre entité centrale. On pourrait alors croire que les banques vivent leur plus grand danger depuis la naissance de la finance moderne et que le contrôle absolu qu'elles exercent depuis plus d'un siècle leur échappe enfin. Mais ce serait une lecture trop simple, car certaines d'entre elles profitent de cette révolution pour renforcer leur emprise. Et si, au lieu de perdre le contrôle sur notre argent, les banques avaient trouvé le moyen d'utiliser les crypto-monnaies pour le renforcer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Depuis plus d'un siècle, un petit nombre d'institutions tient entre ses mains l'infrastructure de l'argent. Les banques ne se contentent pas de garder nos dépôts en sécurité. Elles contrôlent la manière dont notre argent circule. Chaque fois que nous payons un loyer, que nous achetons un café, que nous recevons un salaire, l'opération ne se fait pas directement entre deux personnes. Si vous n'utilisez pas du cash, votre argent transite par un système centralisé que seules les banques et leurs partenaires savent manier. Au fil du XXe siècle, cette centralisation s'est installée pas à pas à différentes échelles. Les banques commerciales sont devenues les gardiennes de nos dépôts pendant que les banques centrales fixaient les règles du jeu monétaire. Puis, à l'échelle internationale, le réseau SWIFT a été créé dans les années 70 pour orchestrer les transferts d'argent entre pays et enfin, pour nos achats du quotidien, deux géants privés ont verrouillé les paiements, Visa et Mastercard. Que ce soit un virement international ou un simple paiement de quelques euros, tout passe par des tuyaux contrôlés par les mêmes acteurs. Et ce contrôle ne se limite pas à la circulation. Les banques décident aussi du prix de l'accès à l'argent. Pour un paiement par carte, entre 2 et 3% de commissions sont ponctionnés discrètement sur chaque transaction et reversés au réseau bancaire et aux intermédiaires. Même notre argent au repos sur notre compte reste en réalité mobilisé par la banque pour générer du rendement qu'elle ne partage qu'à la marge. Pour nous, les clients, ce système est complètement invisible. Il fait partie du décor comme l'électricité ou l'eau courante. On appuie sur un bouton, on tape un code et l'argent circule. Mais derrière cette simplicité apparente, c'est une architecture d'une complexité extrême jalonnée d'intermédiaires, de délais, de frais et de contrôle qui garantit une chose, que l'argent ne bouge que parce que les banques le permettent. Pendant plus d'un siècle, elles ont réussi à faire de ce monopole une évidence, à tel point que personne n'osait imaginer qu'il puisse en être autrement. Jusqu'au jour où, en 2009, une innovation inattendue est apparue. Une innovation promettant de bouleverser l'ordre établi. Le 3 janvier 2009, une première fissure est apparue dans le pouvoir des banques. Elle s'appelait Bitcoin. Un système décentralisé, disponible partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour la première fois dans l'histoire moderne, de l'argent pouvait circuler directement d'une personne à une autre via Internet sans passer par une banque, une carte ou un réseau interbancaire. Mais Bitcoin, malgré sa révolution conceptuelle, restait difficile à utiliser pour le grand public. Sa volatilité extrême en faisait un actif spéculatif plus qu'un moyen de paiement. Ce n'est pas encore la menace directe dont les banques devaient s'inquiéter. Pourtant, un événement a marqué un tournant. En 2010, Wikileaks, l'organisation célèbre pour avoir publié des milliers de documents confidentiels des gouvernements occidentaux, est coupée des systèmes de paiement traditionnels. Visa, Mastercard et PayPal bloquent brutalement ces financements. Pour survivre, Wikileaks décide alors d'accepter des dons en Bitcoin. Pour la première fois, une organisation mise à l'écart du système financier peut continuer à exister grâce à une monnaie numérique hors de portée des banques. Puis sont arrivés les stablecoins. Des crypto-monnaies qui répliquent la valeur d'un actif réel. Donc sur le papier, un stablecoin adossé au dollar vaudra toujours 1 dollar et un stablecoin euro vaudra toujours 1 euro. Ils reprennent le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la stabilité des monnaies traditionnelles et la puissance technologique de la blockchain, technologie sur laquelle repose Bitcoin.
Et cette combinaison a tout changé. Car avec les stablecoins, on peut envoyer 200 $ à l'autre bout du monde quasi instantanément, sans intermédiaire, pour moins d'1 centime de frais. En 2025, une étude d'Artemis a révélé l'ampleur du phénomène. Plus de 94 milliards de dollars de paiements réels ont été effectués en stablecoin en seulement 2 ans. Et on ne parle pas là de trading ou de spéculation, mais de vrais paiements économiques. Salaire, transfert entre entreprises, envoi de fonds à l'étranger, achat du quotidien, etc. Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les microtransactions qui dominent. Le cœur de l'usage se trouve dans le B2B, les paiements entre entreprises. La taille moyenne d'une transaction dépasse 200 000 $ sur Ethereum ou Tron. Les stablecoins ne servent donc pas seulement à acheter un café, mais à régler des contrats, des importations ou encore des salaires entiers. Et ce n'est pas un phénomène marginal réservé à quelques cas spécifiques. En Amérique latine, des plateformes comme Bitso facilitent déjà des milliards de paiements transfrontaliers en stablecoin. En Afrique, Yellowcard est devenu un acteur incontournable, remplaçant efficacement le réseau SWIFT dans plusieurs pays où les banques locales manquent de devises étrangères. Même les paiements par carte bancaire, longtemps chasse gardée de Visa et Mastercard, sont en train de basculer. En 2025, plus de 13 milliards de dollars ont été dépensés via des cartes reliées à des soldes en stablecoin. Autrement dit, on peut désormais payer dans un magasin physique avec des dollars numériques aussi facilement qu'avec une carte bancaire classique. Partout, les chiffres s'accumulent et ils racontent tous la même histoire. Une part croissante de la circulation monétaire échappe progressivement au monopole bancaire. Et c'est bien là que se trouve la menace pour les banques. Car si de plus en plus d'argent circule hors du système bancaire traditionnel, si les particuliers comme les entreprises découvrent qu'ils n'ont plus besoin d'une banque pour se payer, se rembourser, gagner des intérêts sur leur argent qui dort ou envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, alors les banques perdent ce qui a toujours fait leur force, le contrôle absolu sur la monnaie. Le monopole des banques s'effrite alors et ce n'est que le début, car le pire reste à venir. Pour les banques, les signaux d'alerte se multiplient. Leur cœur de métier, c'est la gestion des dépôts. Mais chaque dollar, chaque euro converti en stablecoin est un dépôt en moins dans leur caisse. Et ces dépôts, ce ne sont pas juste des chiffres sur un écran, ce sont des ressources qu'elles utilisent pour prêter, investir et surtout pour créer de l'argent. Car avec le système des réserves fractionnaires, une banque n'a pas besoin d'avoir 100% de l'argent qu'elle prête. Elle peut créer de la monnaie nouvelle à partir d'une simple fraction des dépôts qu'elle détient. Autrement dit, elle crée de l'argent à partir de rien. Et du coup, moins de dépôts, c'est donc moins de levier, moins de profit et surtout, moins de pouvoir. Mais le danger ne s'arrête pas là. Les protocoles de finances décentralisés comme AAV ou Morpho viennent directement concurrencer les banques sur un autre pilier, le crédit. Sur ces plateformes, grâce aux stablecoins ou autres cryptos et en quelques clics, n'importe qui peut prêter ou emprunter des fonds à l'échelle mondiale sans approbation d'une banque, sans passer par un conseiller, un dossier papier ou des semaines d'attente. Il s'agit d'une solution plus rapide, plus liquide et plus flexible. Et ce mouvement ne concerne pas seulement les startups crypto. Des entreprises de la vie quotidienne jouent déjà le rôle de banque parallèle sans même le dire. Prenons Starbucks par exemple. Son programme de cartes prépayées et de points fidélité représente près de 2 milliards de dollars de dépôts. En pratique, ce sont des milliards que les clients laissent dormir chez Starbucks, que l'entreprise peut réinvestir exactement comme une banque le ferait avec les dépôts de ses clients. Imaginez maintenant si Amazon lançait son propre stablecoin, un Amazon USD, accepté dans toute sa marketplace avec des réductions exclusives pour inciter les clients à l'utiliser. Ce que je veux dire, c'est que chaque grande entreprise a désormais les moyens de devenir, à sa manière, une banque. Et pour les banques traditionnelles, le risque est double. D'un côté, les dépôts se fragmentent et s'échappent vers des poches différentes comme les stablecoins, les programmes d'entreprise, les applications de paiement, les plateformes crypto, etc. Et de l'autre, leur monopole sur le crédit est attaqué par des protocoles capables de prêter plus vite et souvent à bien meilleur taux. Le constat est brutal pour les banques, puisqu'une partie de ce qui faisait leur puissance leur échappe. Et pour la première fois, certains observateurs s'interrogent. Est-ce que les banques, qui semblaient intouchables depuis plus d'un siècle, seraient en train de perdre le contrôle? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas, bien au contraire.
À ce stade de l'histoire, on pourrait croire que les banques sont condamnées, que les stablecoins et les protocoles décentralisés vont les remplacer et qu'une nouvelle ère financière s'ouvre sans elles. Mais ce serait oublier une chose, les banques ne disparaissent pas, elles s'adaptent. Et parfois, elles absorbent les menaces pour en faire des alliés. Depuis 2024, un mouvement est clair. Les plus grands acteurs de la finance mondiale, Visa, Mastercard, PayPal, Coinbase ou encore Stripe, intègrent les stablecoins dans leur propre système. Coinbase, par exemple, a lancé le protocole X402, une norme qui permet d'envoyer des paiements en stablecoin directement via Internet à la vitesse d'un clic sur un site web. Stripe, de son côté, permet désormais aux entreprises de conserver des soldes en stablecoin dans plus de 100 pays, et Visa et Mastercard autorisent déjà l'utilisation de stablecoins pour régler des achats avec leurs cartes. Dans les faits, ces innovations créent un pont parfait entre l'ancien monde et le nouveau. On continue d'utiliser notre carte Visa, notre compte Stripe ou notre app PayPal comme on en a l'habitude, mais la différence c'est que sous la surface, ce ne sont plus seulement des euros ou dollars bancaires qui circulent, mais des stablecoins. Mais attendez une minute. Du coup, derrière ces stablecoins, qui tient les rênes ? Eh bien, ce sont les grandes banques. Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, a déjà noué des partenariats avec Deutsche Bank, Société Générale, Santander et Standard Chartered. Les stablecoins sont en fait loin de contourner les banques, au contraire, ils finissent par s'ancrer dans leur bilan. Même la Banque des règlements internationaux, la banque des banques centrales, reconnaît que le dollar traverse un moment critique, un véritable test de résistance historique. Et du côté de Washington, le message est clair. Pour Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, les stablecoins sont un outil stratégique pour maintenir l'hégémonie du dollar. Autrement dit, les États-Unis, leurs banques et leurs institutions financières voient les stablecoins non pas comme une menace, mais une opportunité, celle de capter de nouveaux dépôts, et avec ces dépôts, financer leur dette publique par le biais de bons du Trésor et étendre encore l'influence du dollar à l'échelle mondiale. Ce qui pouvait sembler une perte de contrôle devient alors une stratégie de consolidation. Les banques et les géants financiers ne combattent plus les stablecoins, ils les domestiquent. Et derrière cette stratégie se cache une réalité bien plus inquiétante, surtout pour l'Europe. À première vue, les stablecoins ressemblent à un outil de liberté. Rapide, bon marché et accessible sans banque. Mais en réalité, ils alimentent un mécanisme qui, paradoxalement, renforce le système en place. Car chaque stablecoin en circulation n'est pas magique, il est adossé à une réserve bien réelle. Et où se trouvent ces réserves ? Eh bien, dans les plus grandes banques américaines ou directement dans les caisses du Trésor des États-Unis. Parce que concrètement, que ce soit pour chaque stablecoin USDT ou le stablecoin USDC, ils correspondent le plus souvent à un bon du Trésor américain à court terme. Donc plus les stablecoins en dollars circulent, plus ils financent la dette américaine. Pour vous donner une idée, en 2025, cela représentait déjà 280 milliards de dollars, soit l'équivalent du 14e plus gros détenteur de dette US. Et selon les projections, ce chiffre pourrait atteindre 2000 milliards de dollars d'ici 2028. Donc à chaque fois qu'un Européen utilise un stablecoin lié au dollar, il renforce la puissance financière des États-Unis. Et c'est là que le problème se pose pour l'Europe, parce que pendant que Washington capte ses liquidités pour consolider le dollar, la Banque Centrale Européenne tente encore de mettre sur pied un euro numérique englué dans les débats réglementaires et politiques. Du coup, l'immense majorité des stablecoins utilisés en Europe sont libellés en dollars. La capitalisation totale des stablecoins en dollars dépasse aujourd'hui les 275 milliards, dominée par Tether avec son USDT et Circle avec son USDC, alors qu'en face, les stablecoins adossés à l'euro ne pèsent même pas 500 millions. Autrement dit, pour chaque euro numérique en circulation, il existe près de 500 dollars numériques. C'est comme si l'Europe était déjà en train de perdre la bataille monétaire numérique avant même de l'avoir commencé. Et cette dépendance pose deux menaces très claires. La première, c'est une perte de souveraineté. Les paiements de demain risquent de se faire en dollars numériques émis par des entreprises américaines et pas en euros. La seconde, c'est un transfert massif de richesses. Au lieu de financer nos économies, nos dépôts numériques alimentent la dette et les banques américaines. En Afrique, en Amérique latine et en Asie, l'adoption des stablecoins en dollars est déjà massive. Mais si l'Europe se laisse distancer,
elle pourrait devenir dépendante de rails de paiement contrôlés par d'autres puissances. Comme si, après avoir perdu la bataille des géants du numérique, nous étions en train de perdre celle de la monnaie numérique. Et tout le paradoxe est là. Les stablecoins pouvaient affaiblir les banques et redonner le contrôle aux citoyens, mais dans la réalité, ils créent un cercle vicieux qui consolide le pouvoir de quelques acteurs au détriment de l'Europe et de sa monnaie. Plus on croit s'émanciper, plus on renforce le système et plus on rend l'avenir de l'euro incertain. Depuis plus d'un siècle, les banques tiennent les rênes de la monnaie. Bitcoin et les crypto-monnaies ont ouvert une brèche et les stablecoins ont transformé cette brèche en véritable fissure. Pour la première fois, il semblait possible de contourner les banques, de s'en passer et de les rendre obsolètes. Mais l'histoire n'a pas pris cette direction. Au lieu de perdre le contrôle, les banques et les géants financiers ont absorbé cette révolution. Ils ont intégré les stablecoins, capté leurs dépôts, utilisé leurs réserves pour financer leurs États et renforcé encore plus leur emprise sur l'économie mondiale. Alors, ont-elles vraiment perdu le contrôle? Eh bien, pas vraiment. Elles l'ont redéfini, adapté et parfois même renforcé. En réalité, ce n'est pas tant leur pouvoir qui a vacillé que notre illusion d'en avoir un. Les stablecoins nous donnent l'impression de disposer d'une monnaie libre, rapide et universelle. Mais derrière cette façade, ils alimentent encore les mêmes institutions, les mêmes mécanismes et les mêmes centres de pouvoir. Bref, vous l'aurez compris, les banques ne sont pas prêtes de disparaître et leur contrôle sur notre argent non plus. Alors pour échapper à ce monopole sur notre argent, la meilleure solution reste encore de se tourner vers des stablecoins adossés à d'autres actifs que des bons du trésor américain ou vers Bitcoin au prix d'une volatilité élevée. Mais peut-être que la vraie liberté a toujours un prix. Alors si vous voulez comprendre ce qu'est vraiment Bitcoin et comment il peut vous aider à reprendre le contrôle de votre argent, je vous invite à regarder cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne.